Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Sevens Rugby Show, acte 2. Nous sommes très heureux de vous retrouver à une semaine, même pas, de la prochaine tournée du HSBC Sevens Series, puisque les équipes du circuit mondial de rugby à 7 vont poser leurs valises du côté de Singapour dès ce week-end. Et ensuite, ça va à Perth, en Australie. On a d'ailleurs une petite pensée à notre journaliste Marie-Louise Préra, qui couvre l'Open d'Australie et qui est malheureusement absente. Et évidemment, excusez, on te salue, Marie-Lou. Mais pour m'accompagner, j'ai du solide, j'ai un taulier du 7. Antoine Poussin, salut, comment ça va? Salut Arnaud, ça va bien et toi? Bah écoute, on a eu les fêtes de fin d'année pour s'occuper, mais ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu de 7. Donc je sais pas toi, mais j'ai besoin de ma dose mensuelle. Ça commence à titiller un petit peu et on va pouvoir le voir. On a un programme chargé. En tout cas, en ce début d'année, on est très heureux de pouvoir retrouver, non pas les terrains, puisque nous maintenant, on est derrière l'écran, Fini. mais c'est tout comme en tout cas. Ah non, les terrains, on les laisse, et surtout ces terrains de rugby à 7 avec un niveau extrêmement élevé. Vous allez le voir, on a prévu un très gros programme. Aujourd'hui, vous le voyez sur la gauche, sur votre gauche, on parlera du tableau féminin, ensuite du tableau masculin, et puis on terminera avec les dernières infos du circuit mondial, puisqu'il y a d'autres niveaux. On va parler du Sevens 1 aujourd'hui, mais il y a aussi le Sevens 2 et le Sevens 3 qui se sont joués ou qui vont se jouer très prochainement. J'espère que vous êtes prêts. Le Sevens Rugby Show, ça commence maintenant. Honneur aux dames avec un premier focus sur le tableau féminin du circuit mondial. Mais avant de se projeter sur Singapour, on va rembobiner un petit peu pour vous faire revivre les meilleurs moments des 2 premiers tournois à Dubaï et Cape Town. Regardez. Et on démarre cette phase de poule avec les filles et les Françaises qui commencent par un très gros morceau. Les championnes du monde néo-zélandaises et cette joueuse, meilleure joueuse du monde en 2025. 15 secondes pour Georgia Miller et le premier essai de la saison. Les Bleus s'inclinent 24-21 face aux Néo-Zélandaises et lors de leur deuxième match de poule, elles tombent sur un nouveau gros morceau fidjien, défaite 28-19, notamment à cause d'un triplé de cette joueuse Reapi Ulunisao. Pas mal de surprises sur le tableau féminin dans ce premier tournoi de la saison. Regardez cette magnifique passe main-main des Américaines pour Erika Koulibaly. C'est une victoire historique des États-Unis face à la Nouvelle-Zélande, victoire 21-17. Cela n'était plus arrivé depuis Glendale en 2019. Les Japonaises aussi veulent marquer un petit bout de leur histoire sur le circuit mondial dans ce premier tournoi à Dubaï. Magnifique croisée pour Mei Otani, un essai décisif et une victoire 21-19 face au Canada. 3 sur 3 logique pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui rejoignent les demi avec les Fidji et le Japon, les joueuses nippones qui accèdent à leur deuxième demi-finale seulement de leur histoire. Avec une dernière défaite face aux États-Unis, la France se retrouve en match de classement avec le Canada, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et on retrouve les Françaises qui malheureusement s'inclinent face à leur bête noire canadienne 19-12. Dans leur dernier match de la compétition pour la 7e place, elles arrivent à triompher de la Grande-Bretagne 46-5, 8 essais inscrits et notamment un doublé d'Alicia Christians et Kelly Arbey. Les demi-finales féminines sont un récital de l'Australie avec cet essai en bout de ligne de Madison Levy, la meilleure marqueuse du championnat féminin depuis maintenant 3 saisons. Ne déroge pas à la règle, victoire australienne 31-10. Du côté de l'autre demi-finale, c'est une démonstration néo-zélandaise, le offload qui s'enchaîne jusqu'à cet essai de Maïna Paul. Les Black Ferns Sevens se seront bien au rendez-vous de la finale après ce succès 31-5 face aux Japonaises. Les joueuses nippones que l'on retrouve en petite finale avec un duel solide face aux Fidjiennes et c'est encore un essai de Mei Otani qui vient sceller cette rencontre. Les Japonaises qui vont s'imposer 22-12 et qui remportent la médaille de bronze, leur première médaille sur le circuit mondial. La finale est un classique du tableau féminin de ce HSBC Sevens Series, Nouvelle-Zélande-Australie. Et cette fois-ci, ce sont les Néo-Zélandaises qui s'imposent largement 29-14. Les Black Ferns Sevens remportent donc le tournoi de Dubaï. Ce n'était plus arrivé depuis 2019.
Et on démarre la phase de poule par le tableau féminin avec ce choc entre l'Australie et la France. Et une rencontre très compliquée pour les Bleus. Défaite 41-0, 7 essais encaissés par les coéquipières de Valentine Lottos. Heureusement, un gros réveil face aux Japonaises, victoire 29-19. Et dans le dernière rencontre de poule, les Bleus qui lâchent les chevaux à l'image de cet essai et de ce mouvement initié depuis les 22 mètres. Kelly Herbey sur le côté qui bat pas moins de 3 Canadiennes pour passer les bras et libérer Lou Noël Rivier qui va marquer un triplé en première période. Au final, c'est une victoire française 31-12 face aux Canadiennes, synonyme d'une première demi-finale. Les Américaines, vainqueurs des Fidji et de la Grande-Bretagne, mais défaites par la Nouvelle-Zélande, s'installent également à la deuxième place du classement et joueront également leur première demi-finale. Le nouveau 3-sur-3 de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, mais qui seront cette fois-ci accompagnés des États-Unis et de la France en demi-finale. Les Fidji, le Japon, la Grande-Bretagne et le Canada joueront les matchs de classement. Et la première demi-finale féminine oppose les Françaises aux Néo-Zélandaises. Il y avait 7 partout à la mi-temps, mais un nouvel essai des Black Ferns leur a permis de prendre l'avantage et c'est finalement Saili qui va sceller le succès néo-zélandais 19-7. Dans la deuxième demi-finale féminine, ce sont les Australiennes qui vont étriller les Américaines 34-7 et encore une démonstration de Madison Levi. En finale pour le bronze face aux États-Unis, les Françaises vont vivre un véritable chassé-croisé. Elles sont menées 12-10 jusque dans les arrêts de jeu. Mais c'est un essai d'Aélie Trégué qui permet aux Françaises de décrocher leur première médaille de la saison. Une fois encore, ce sont les Australiennes et les Néo-Zélandaises qui s'affrontent en finale d'une étape du circuit mondial de rugby à 7. Mais si les Néo-Zélandaises ont survolé la finale à Dubaï, au Cap, c'est complètement différent. Ce sont les Australiennes qui récitent leur rugby. Déjà 3 essais pour Dennis, Tegan Levi et Isabella Nasser. Et regardez Madison Levi qui va marquer un 4e essai. Les Australiennes mènent 26-0. Les Black Ferns vont revenir grâce à 2 essais de Teneti et Vaca, mais ce sera insuffisant. Ce sont les Aussies qui remportent ce Cape Town Sevens 26-12. Bon, la première tournée, Antoine, très challengeante pour les Françaises qui ont mal démarré. Ça nous a un petit peu rappelé la finale de la saison dernière à Los Angeles, où on se rappelle, elles avaient terminé dernière, 8e. Mais heureusement, les Bleus ont repris confiance en elles avec cette médaille de bronze au Cap. Oui, Arnaud, on en sentait qu'il y avait vraiment un changement de mentalité entre les 2 tournois pour cette équipe, avec, tu le disais, un tournoi de Dubaï qui avait un petit peu mal démarré, avec une seule victoire en 5 matchs. On avait quand même un bilan qui était assez pauvre. Et malgré des rencontres, au final, où elles avaient toujours été un petit peu dans la course, au final, vous n'avez pas forcément été distancés par les autres équipes. Et avec à Cape Town, avec un groupe au final quasiment inchangé, et elles ont quand même réussi à aller chercher une médaille de bronze. Donc ça, c'est hyper positif. Ça montre que ce groupe a réussi à faire les bons ajustements. Pourtant, un tournoi de Cape Town qui avait un petit peu mal démarré avec une lourde défaite face à l'Australie, 41-0. Mais derrière, elles avaient réussi à enchaîner 2 victoires pour aller se hisser en demi-finale et réaliser une très grosse prestation contre la Nouvelle-Zélande avec match nul à la mi-temps, 7 partout. Et puis au final, c'était en deuxième mi-temps qu'elles avaient un petit peu lâché. Et puis surtout, ce dont on a envie de retenir, c'est cette 3e place face aux États-Unis où elles se sont vraiment employées pour aller chercher ce dernier essai en coin d'Aélie Trégué qui a forcément donné le sourire à tout le monde, qui a vraiment libéré ses coéquipières sur cette dernière action. Ultra importante cette victoire en finale pour le bronze à Cape Town. Et justement, on a d'ailleurs profité de la préparation de cette deuxième tournée pour échanger avec l'une des cadres françaises, Lou Noël Rivier, qui avait été quand même assez étincelante dans cette première tournée. Elle revient sur ces 2 premiers tournois et ce déclic mental qui a permis aux Bleus de montrer leur vrai visage. On l'écoute. On démarre avec, on va dire, une assez mauvaise entame de saison à Dubaï avec une 7e place très décevante. C'était quand même pour nous la découverte d'un nouveau format où on dispute des matchs qu'avec les 8 meilleures équipes du monde. Donc très particulier. Je pense qu'on s'est un peu fait surprendre et on a fait les bons ajustements pour Cape Town puisque voilà, en une semaine... On se l'est dit entre nous, en une semaine, il y a le voyage et il y a très peu d'ajustements terrain qu'on peut faire. Mais le taf a bien été fait et les réglages ont été effectués pour faire une belle 3e place à Cape Town avec une performance bien différente en très peu de temps. Donc moi, j'y vois quand même beaucoup de positifs. Même si, voilà, forcément déçu du premier tournoi, on a montré, on va dire, notre vrai visage sur le 2e tournoi et j'espère qu'on attaquera pied au plancher Singapour.
Je pense qu'on s'est surtout réglé en défense, sur notre montée défensive et sur notre agressivité parce que voilà, c'est pas possible, quand, heu, quand on vise un aussi haut niveau, de prendre autant d'essais. Ça doit pas être aussi facile de passer derrière notre ligne et on se l'est dit et on a réglé ça à Cap Town collectivement et individuellement donc je pense que c'était la grosse différence entre les 2. Ce qui a aussi augmenté notre possession de balle. Cirque 7, c'est quand même important d'avoir le ballon et le fait de bien défendre, nous a permis aussi de le récupérer, beaucoup plus. Donc je pense que ça a été les 2 points majeurs, qui ont fait qu'à Cape Town, ça a été mieux, ouais. La 3e place, voilà, nous on veut gagner, on veut des médailles, je pense qu'on le mérite, on travaille dur, on a une belle équipe, on a des beaux profils, on a vraiment des très bonnes joueuses et un chouette projet de jeu. Je pense que si on s'exprime au mieux, on est tout à fait capable d'aller chercher ce genre de place. Donc quand on les a, on est contente, même si on veut toujours mieux. Franchement, dans ce format-là, peu importe la poule en vrai, hein. Franchement, moi, je ne m'attarde pas vraiment sur les adversaires. De toute façon, on se connaît toutes, on connaît les équipes, on connaît le chemin. Il faut être dans les 2 premiers pour être en demi-finale. Voilà, après, faut prendre match par match. Il y a tous les matchs qui comptent, chaque ballon comptera. Donc, une fois que ce sera parti, feu, pied au plancher et on fera tout ce qu'il faut pour essayer de gagner. Après, c'est le 7, hein. On sait que tout est possible dans les 2 sens. Donc, y arriver morte de faim, comme à notre habitude, être excité mais pas trop, comment dire, prendre de risques pour autant et rester lucide et pragmatique dans ce qu'on a à faire, mais pas plus que Dubaï ou le Cap, hein. On sent dans les mots de Lou que ça y est, après une période un peu délicate, les Françaises sont revenues dans cet état d'esprit qu'on leur connaît, qui est beaucoup plus conquérant, avec une défense qui ne lâche rien. On sait que le projet de France 7 féminin était beaucoup construit au début autour de la défense, et là on sent qu'elles sont rassurées là-dessus. Antoine, ça fait partie des grosses satisfactions de cette première tournée. Ouais, complètement. Et puis, bon, au-delà de la défense, qui est un gros point positif, il y a aussi d'autres secteurs aujourd'hui où les Bleus sont vraiment performantes, et notamment le secteur des renvois. La France est la nation qui récupère le plus de renvois. On a 37%, donc largement devant les autres équipes. On a notamment des joueuses qui se distinguent dans ce secteur de jeu avec la jeune Marie Napoléon qui faisait ses premiers pas là, sur le circuit, qui a réalisé derrière une excellente prestation à Dubaï face aux Néo-Zélandaises avec ce doublé. Et puis également, Souleymane Nassili, elles font partie aujourd'hui des 2 meilleures joueuses sur le circuit qui récupère le plus de ballons en tout cas sur ces renvois. Et on connaît un petit peu l'importance d'avoir le ballon rugby à 7. C'est forcément pas négligeable d'avoir ces éléments dans son équipe. Les Françaises qui sont plutôt pas mal aussi ballon en main, elles savent de mieux en mieux l'utiliser. On sent qu'il y a beaucoup plus de variations dans leur jeu et c'est payant. On le voit sur ces images. On a une équipe qui est assez connectée, et notamment Lily Dezou en bonne capitaine, qui est aujourd'hui la joueuse française qui effectue le plus de offload sur le circuit. Elle est déjà à 11 cette saison. Et puis on a Alicia Christian et Noël Rivier qu'on a vu très performantes sur ces 2 premiers tournois et qui font partie aujourd'hui des meilleures franchisseuses du circuit avec 8 franchissements chacune. On se rappelle notamment de ce triplé de Noël à Cap Town. Donc on a aussi des éléments pour casser des lignes. On a une bonne défense. Donc, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on a tout en tout cas pour performer. Ouais, je pense aussi au gros travail de Kelly Arbet sur les ailes. Moi, je trouve qu'elle avait mis pas mal de rythme, que ça passe souvent les bras. On l'a vu dans le résumé tout à l'heure avec ce ballon du triplé donné à Lou Noël. Je trouve qu'il y a quand même une belle solidarité dans cette équipe. Et puis en plus, franchement, ces Françaises, elles font plaisir à voir, de voir tous ces sourires. Ça fait du bien. On le répète, il manque quand même des joueuses d'expérience dans ce groupe. Et on pense à Anne-Cécile Siofani, on pense à Camille Grassino, à Ayane Jason. C'est un groupe très jeune. Et on sent que ça vit bien et que ça avance sur de bonnes bases. Et justement, on en a parlé un petit peu avec Lou Noël lors de notre échange. Elle nous a parlé de cette jeunesse qui, pour elle, est une vraie force. On l'écoute. On s'est rendu compte il y a pas longtemps que sur Singapour, en tout cas, je suis la plus vieille de l'équipe. Donc on a calculé la moyenne d'âge qui est autour de 20 ans et demi, on va dire, ce qui est très très bas. Moi, je suis hyper fière de faire partie de cette équipe parce que moi, c'est ce que je répète toujours autour de moi, la performance n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être meilleur que les autres. Il n'y a pas d'âge pour s'exprimer au plus haut niveau. Je pense qu'elle le montre tous les jours.
oui, il y a des filles qui, entre guillemets, manquent d'expérience, mais il leur reste plein de choses à vivre et arriver à produire ce qu'elles arrivent à produire aujourd'hui avec, entre guillemets, aussi peu d'expérience, c'est fou. Le niveau du rugby féminin monte en puissance. Moi, je le vois depuis que, moi, quand j'avais leur âge ou quand j'étais en moins de 18, quand je regarde leur génération de moins de 18 ans, ça monte en flèche. Elles sont vraiment techniquement, physiquement, rugbystiquement, super fortes. Donc, moi, je trouve ça juste génial pour le rugby féminin mondial et français. Donc, non, hyper fière. Après, c'est sûr que là, je suis la plus ancienne, mais les anciennes, il faut qu'on s'accroche parce que derrière, ça pousse fort. Mais on est quand même très contente de faire ce constat-là parce que c'est vraiment bon signe pour notre sport et ça veut dire que les années futures seront encore meilleures. Donc, on a hâte de voir la suite. Il y a du potentiel et c'est très rassurant de voir ce gros vivier de nouvelles joueuses qui arrivent sur le circuit et comme le souligne très bien Lou Noël Rivier, je pense notamment au gros travail réalisé sur l'académie olympique. Ça commence à payer ses fruits. On rappelle que le sélectionneur actuel de France 7 féminin, Romain Huet, était sur l'académie olympique avant, donc il a pu façonner toutes ces joueuses en U18 et même avant pour que maintenant elles arrivent pour vraiment pouvoir peser sur ce circuit mondial féminin. Si on détaille un petit peu, parce qu'on parle d'âge avec Lou Noël Rivier, Antoine, Ailique Trégué, Mariama Tandiang, 18 ans, Suliana Sivi, Kelly Arbet, 20 ans, Lilou Graciette, 21 ans, tout comme la capitaine Lily Dezou, Awa Tunkara, 22 ans, Lou n'a que 25 ans, tout comme Alicia Christians. Les plus âgés, finalement, ce sont Carla Neysen, 29 ans, et Valentine Lotos, la doyenne, 30 ans. C'est quand même pas vieux pour des joueuses de rugby. Et attention, ces joueuses, Antoine, ne seront pas de la prochaine tournée. On va justement parler de la compo de Singapour. Ah oui, ça confirme ce que nous disait Lionel Rivier. Elle va être du coup la plus vieille au final, sur cette tournée parce qu'on a deux attentes de marque. Tu en parlais, Karen Essen, Valentine Autos, qui sont repartis jouer avec leurs clubs respectifs pour Valentine au Stade Rochelet et puis pour Carla à Blagnac. Mais ça permet encore une fois de lancer de nouvelles joueuses. On a notamment la jeune Anaïk Koni qui devait faire ses débuts à Dubaï, qui avait dû déclarer forfait de dernière minute et donc qui va découvrir le circuit mondial. Et puis on a quand même le retour aussi de Marie Dupuis qui pour le coup a déjà performé. Et pour le reste, tu le disais, on reste sur un groupe très très jeune forcément, donc il va falloir essayer d'être dans la continuité de cette médaille de bronze, aller chercher de nouvelles performances, d'autant qu'on aura du coup des étapes qui vont être un petit peu différentes, notamment sur le plan climatique, puisqu'on va tomber à Singapour avec... il va faire chaud. Voilà, il va faire très chaud dans les deux cas, ça c'est sûr, mais Singapour, on connaît, ça va être très, très humide, notamment pour les entraînements, pour la semaine, pour s'habituer un petit peu à ces températures, même si, on le sait maintenant, le stade est climatisé à Singapour. Donc pour la compétition, en tout cas, ça ne va pas gêner, mais surtout derrière, elles vont enchaîner par la chaleur australienne, puisqu'on est en plein été là-bas. Donc voilà, les deux équipes se sont préparées avec la fameuse salle environnementale à Marcoussis pour pouvoir être prêt, en tout cas, être prêt pour ces deux tournois-là. C'est vrai que ça fait un petit choc météo quand même. Tu pars de France où il fait autour de 10 degrés ou moins. Enfin, en tout cas, nous ici, sur la côte basque, il fait 10 degrés. Toi, à Bordeaux, pareil. Il y a d'autres endroits où il fait quand même beaucoup plus froid. Tu vas à Singapour où il fait chaud et humide. Tu t'entraînes dehors toute la semaine. Tu es en salle pour le match et ensuite tu vas à Perth. Je me rappelle l'année dernière de cette image à Perth où tu avais des gros ventilateurs au bord du terrain qui soufflaient et il y avait les joueurs et joueuses qui s'y mettaient pour essayer de trouver un petit peu d'air. Pour respirer. Pour respirer. C'est un sport extrême, le rugby à 7. Le plus important, c'est la respiration. On le sait, toutes les équipes font des exercices pour ça. Et là, à Perth, bon courage pour trouver des coins d'ombre pour pouvoir s'aérer un petit peu. Et puis surtout, ça va être irrespirable sur le terrain, mon cher Antoine. La transition est toute trouvée sur ce qui nous attend clairement sur ce tournoi de Singapour au niveau des poules. Vous le voyez ici avec tout simplement du gros morceau, puisque les Bleus retrouveront dans la poule B la Nouvelle-Zélande avec un groupe quasiment inchangé. Le Canada, je crois qu'il y a un retour de Haps, l'une des joueuses cadres, l'une des meneuses, métronomes, qui a fait également la Coupe du Monde de rugby à 15 avec les Canadiennes. Et puis il y aura aussi la Grande-Bretagne qui, on va se le dire entre nous, est clairement en dessous cette saison, mais qui ont beaucoup de novices. Je crois qu'il y avait une ou même seulement 2 joueuses qui avaient déjà joué sur le circuit mondial lors de la première tournée. Donc cette poule, elle est plutôt solide, parce que le format le veut, les 8 meilleures équipes mondiales, tu sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, et Lou nous l'a dit dans l'interview, ça va être épais, mais elle semble quand même plutôt à la portée des Françaises, cette poule. Il y a les Black Ferns, mais ensuite, le Canada et la Grande-Bretagne, ce sont les 7e et 8e du classement, donc c'est abordable pour les Bleus, Antoine.
Oui, bah, elles vont notamment commencer par les Canadiennes, hein. Elles restent sur une victoire à Cape Town face à cette équipe. Donc forcément, mentalement, aujourd'hui, on a l'ascendant. Après, il y aura cette petite ère de revanche parce que les Canadiennes avaient battu les Français, notamment à Singapour l'année dernière pour la troisième place. Donc pour les joueuses qui étaient, ça reste un petit peu dans un coin de la tête. Mais maintenant, oui, la Grande-Bretagne, on les avait complètement étriés à Dubaï. Donc normalement, ça doit être l'un des seuls matchs aujourd'hui qui est une formalité sur le papier. Mais attention quand même à ne pas faire de faux pas. On le sait, en rugby à 7, tout peut se passer. Et puis derrière, bah, il y aura ce fameux challenge de la Nouvelle-Zélande, hein, qui nous a déjà battus 2 fois cette saison. Mais forcément, bah, ça sera un objectif aussi pour se positionner en espérant qu'on soit déjà qualifié déjà dans les 2 premiers avant de jouer cette rencontre. Ça serait bien pour pouvoir jouer ce match un petit peu plus libéré qu'avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et vous le voyez, hein, à droite avec le programme, et c'est va falloir se lever tôt, hein, pour suivre nos Françaises. Et comme tu le dis, on espère que ces 2 premiers matchs vont bien se passer pour se mettre dans les bons rails avant d'affronter les ogresses néo-zélandaises, avec tout le respect qu'on leur doit évidemment, puisque ce sont de formidables joueuses. Bon, il n'y aura pas que la poule B, hein, et avec l'équipe de France, il y aura aussi une poule A très costaud qui devrait être très disputée, hein, puisqu'on aura l'Australie, les États-Unis, le Japon et les Fidji. On en a parlé tout à l'heure, hein. L'Australie, c'est épouvantail. Les États-Unis, Japon, Fidji, c'est aussi des sérieux outsiders. Donc, ouais, il va y avoir des duels importants également dans cette poule A, mon cher Antoine. Et puis, si on regarde les classements, il va y avoir des duels importants, même si on a quand même un traditionnel chassé-croisé entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour le titre suprême. Ouais, complètement. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un petit peu ce classement et puis même les statistiques globales, hein, de ces 2 premières tournées, et l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont dans la continuité, hein, de toutes ces dernières années où elles survolent complètement le circuit mondial. La Nouvelle-Zélande, l'Australie n'a perdu qu'une fois, la Nouvelle-Zélande n'a perdu que 2 fois. Il y avait eu un léger faux pas contre les États-Unis à Dubaï, mais derrière, elles s'étaient très vite rattrapées quand même pour aller chercher le tournoi. Donc on sent que ce sont des équipes aujourd'hui affirmées, qui ont très peu changé leur groupe. Il y a quand même 2 grosses absences de marque chez l'une et chez l'autre pour cette saison, chez Charles Classic, chez l'Australie, et puis Michaela Blythe avec la Nouvelle-Zélande. Mais malgré tout, tout le reste, c'est des joueuses qui sont très très expérimentées, et notamment maintenant, on ne la présente plus, hein, Madison Levi, qui a tout de suite pris les rênes du circuit à elle seule, en tout cas sur les statistiques individuelles, meilleure marqueuse avec déjà 15 essais, même si il y a Georgia Miller, la néo-zélandaise, qui sort notamment d'une grosse Coupe du Monde à 15 et qui est revenue tambour battant sur ce circuit, qui est à 11 essais, donc il suit légèrement derrière. Et Georgia Miller, c'est également la meilleure défenseuse du circuit, donc vraiment une joueuse complète aujourd'hui qui amène la Nouvelle-Zélande vers les sommets. Et donc, ouais, aujourd'hui, on a un petit peu de mal à voir en tout cas qui pourrait stopper ces équipes. Personne n'a réussi à les sortir du tableau principal, même si on en parlait, les États-Unis ont pu battre la Nouvelle-Zélande à Dubaï. Et puis on a cette petite équipe japonaise qu'on voit Ouais, on les aime bien, les Japonaises. à la troisième place, qui est dans la course également, qui avait réalisé un superbe tournoi à Dubaï. Mais donc voilà, on sent qu'il va y avoir une petite bataille pour la médaille de bronze. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'il y a déjà 10 points d'écart entre le deuxième et le troisième au bout de 2 tournois, je pense que ça va être compliqué pour la suite. Et d'autant que là, on va jouer du côté du Pacifique, avec notamment un tournoi à Perse qui va être forcément très coché sur la to-do list de l'année pour les Australiennes, je l'imagine. Ah, effectivement, hein, le tableau féminin, excusez-moi le petit parallèle, mais c'est un peu Stranger Things, hein, pour ceux qui sont adeptes de la série Netflix. Il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont dans l'Upside Down, qui terrorisent tout le monde, voilà, clairement. Et dans le monde à l'endroit, on a 5 autres équipes, les États-Unis, la France, le Canada, les Fidji et le Japon, qui essaient de contrer toutes ces attaques, mais qui, pour le moment, bataillent plus pour la médaille de bronze. Je pense qu'on peut avoir des coups d'éclat, que ce soit nos Françaises et les autres équipes que j'ai citées, pour battre ces Néo-Zélandaises. J'exclus la Grande-Bretagne pour l'instant, qui est vraiment en complète reconstruction. On rappelle que les Britanniques ont eu leur budget qui a complètement été coupé. On a arrêté le programme de rugby à 7, donc c'est quand même assez compliqué pour elles. Mais en tout cas, ces 5 autres équipes peuvent jouer un rôle d'outsider qui peut être très intéressant. À noter quand même que sur Dubaï et Cape Town, on a eu 6 demi-finalistes différentes. Certes, il y a eu l'Australie et la Nouvelle-Zélande à chaque fois dans le dernier carré, mais il y a eu 4 autres demi-finalistes, à savoir les États-Unis, les Fidji, le Japon et la France. Ça donne un petit bout de suspense pour le top 3, car comme tu l'as dit, Antoine, c'est quand même
pas complètement ouvert ce tableau féminin. En tout cas, je pense qu'on est plutôt complet. Ça nous promet d'être solide quand même, Singapour, avec des grosses performances dès ce week-end. Mais on va basculer tout de suite, à présent, sur le tableau masculin, puisque là, on parle d'ouverture du tournoi, on parle de suspense, on parle de petits frissons. Je pense qu'il va falloir se mouiller la nuque avant ce week-end, parce que ça va être sacrément costaud. Et justement, avant de se projeter, on vous propose là aussi une petite piqûre de rappel avec les meilleurs moments des 2 premières étapes à Dubaï et Cape Town. Regardez. On passe au tableau masculin avec une entame également très solide pour les joueurs de France 7 face aux champions du monde en titre sud-africain. Malheureusement, cela se termine par une défaite bonifiée 15-12. Le deuxième match est beaucoup plus prolifique pour les Bleus avec un record de points marqués et la plus large victoire face aux Argentins 59-7, notamment grâce à un triplé de Jordan Sefo. La dernière rencontre de poule pour les tricolores est également maîtrisée face aux joueurs fidjiens. Une victoire 24-19 grâce notamment à cette belle réalisation du Palois Jocelyn Bouillet. Premier de poule, les Français accèdent aux demi-finales avec les Fidji, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Dernier de poule en revanche, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et l'Espagne, vice-championne, joueront la 5e place avec l'Argentine et la Grande-Bretagne. On passe aux demi-finales masculines avec ce premier duel entre la France et l'Australie. C'est ultra serré, 0-0 jusqu'à la 10e minute de jeu. Et un doublé du novice William Cartwright, victoire australienne 14-0. La deuxième demi-finale est tout aussi serrée entre les Fidji et la Nouvelle-Zélande. Et ce dernier essai de Brady Rush scelle la victoire néo-zélandaise. Les All Blacks s'imposent 24-21. Opposés de nouveau aux Fidji en finale pour le bronze, les Français n'ont pas réussi à dompter pour la deuxième fois de suite les magiciens fidjiens. Ils s'inclinent 24-7. Et la grande finale de ce premier tournoi de la saison à Dubaï, elle oppose de manière un peu inédite les Néo-Zélandais, 3e de la dernière saison, face aux joueurs australiens. Et ce sont les Néo-Zélandais qui ont le dernier mot avec cet essai de Jayden Killan. Victoire des All Blacks 26-22. Sur le tableau masculin, l'équipe de France s'impose d'entrée face à l'Espagne 19-14 avant de tomber sur un os contre les Argentins, défaite 24-19 mais bonus défensif arraché en deuxième période. C'est finalement une victoire large face à l'Australie 29-10 grâce à un doublé de Liam Delamare qui permet à la France d'être de nouveau en demi-finale. Devant leur public, les Sud-Africains ne vont laisser aucune miette à leurs adversaires à l'image de cet essai de Shilton Van Wyk face aux Fidjiens. Les Blitzboks terminent invaincus de la phase de poule. Ils étaient absents du dernier carré à Dubaï, mais l'Argentine et l'Afrique du Sud terminent premier de poule et joueront les demi face aux Fidji et la France. La Nouvelle-Zélande, l'Espagne, l'Australie et la Grande-Bretagne joueront la 5e place. Les demi-finales masculines avec des Argentins métamorphosés depuis leur dernière place à Dubaï. Marcos Moneta est en feu, tout comme Luciano González, les Argentins qui vont s'imposer face aux Fidjiens dans cette première demi. Victoire 29-21. Pour la deuxième demi-finale, c'est un énorme choc entre l'Afrique du Sud et la France. 17 partout, il reste 1 minute à jouer. Mais regardez cette bonne défense, ce bon contre-ruck des Blitzboks. Et cette balle qui va terminer dans les mains de Ryan Oosthuizen pour un essai décisif. L'Afrique du Sud s'impose dans le Money Time 22-17. Comme à Dubaï, la finale pour le bronze oppose les Fidji et la France dans un match ultra serré, 14-14 à la pause. Mais ce sont les Fidjiens qui vont marquer par 2 fois les premiers en deuxième période et s'imposer 26-19. Et la grande finale masculine oppose donc l'Argentine et l'Afrique du Sud. Et ce sont les Pumas qui vont prendre ce match par le bon bout grâce à ses facteurs X. Marcos Moneta ou encore Luciano González, l'Argentine qui mène
7. Il reste 6 minutes à jouer. Mais regardez, les Sud-Africains vont revenir. Un essai de Sokoyi. Et puis cette ultime action avec encore le bon travail de Shilton Van Wyk et le décalage en bout de ligne pour Grobelaar. Un essai qui sera décisif pour les joueurs sud-africains. Puisque regardez, cela fait 19 partout. Mais avec la transformation réussie face au poteau, cela fait 21-19. L'Afrique du Sud s'impose devant un public en feu. C'est la deuxième victoire consécutive au Cape Town Sevens pour les joueurs sud-africains. La première tournée très solide, hein, Antoine, pour France 7. Les Bleus qui ont clairement montré qu'ils étaient au rendez-vous des top nations mondiales dans la lignée de leur 5e place la saison passée, hein, sur le circuit mondial. Bon, ils sont dans la continuité de leur transition post-médaille d'or olympique, ce qui n'est pas simple, hein, d'enchaîner après une médaille d'or olympique. Oui, tout à fait. Les Bleus nous ont rapidement rassurés cette saison. On avait déjà vu la saison dernière pas mal de joueurs qui étaient passés par, j'ai envie de dire, toute la formation du 7 en France. Donc les circuits amateurs, l'Instanso Super 7, France Développement. Et puis maintenant, ça y est, ils arrivent à l'Académie olympique aussi, bien évidemment. Et désormais, ils arrivent sur la scène internationale. Et en tout cas, ils ont montré de sacrées performances. On pense notamment à Ena Arto qui finit quand même rookie d'année pour sa première saison, ce qui est quand même exceptionnel. c'est quand même exceptionnel. Donc aujourd'hui, c'est pas un hasard qu'on soit dans le top 4 mondial parce qu'il y a un vrai travail qui est mené. Il y a eu des grosses performances en plus sur cette première tournée, avec notamment la victoire contre l'Argentine à Dubaï. Il y a 59 points passés au Pumas 7 qui sont quand même armés jusqu'aux dents depuis 2 saisons et qui font peur à tout le monde. Je pense que là, c'est quand même la performance que tout le monde a encore en tête aujourd'hui. C'était historique. On n'avait jamais mis autant de points. C'était un petit bonbon, ça, hein. On va se le dire. Ça, c'était un petit bonbon, ce match, avec le triplé de Jordan Sefo. On avait, les Argentins, on l'a dit, hein, ont terminé derniers de cette étape de Dubaï. Ils étaient peut-être pas forcément complètement dans leur assiette, mais franchement, de voir les Bleus à ce niveau-là face aux Argentins, ça m'a rappelé Madrid. Franchement, ça m'a rappelé Madrid. Ah ouais, c'était vraiment la petite cerise sur le gâteau. Ah oui. Mais moi, ce que j'ai surtout envie de retenir, c'est que derrière, les Bleus ont réussi à enchaîner. En plus, c'était pas juste une performance comme ça. C'est derrière, il y a eu cette victoire face au Fidji qui nous a qualifiés pour les demi-finales parce qu'il y avait eu cette première défaite face à l'Afrique du Sud, donc il fallait un petit peu rattraper le coup. Donc ça, c'est vraiment quand même ce qui est important. Donc finalement, aujourd'hui, sur le circuit, il n'y a que 3 équipes qu'on n'a pas rencontrées, qu'on n'a pas battues, l'Afrique du Sud, la NZ et puis la Grande-Bretagne, même si les 2 derniers, au final, on les a pas encore joués. Donc ça reste encore un petit mystère. Mais voilà, on est dans la continuité, il y a de la performance. Après, forcément, nous, on a toujours envie d'un petit peu plus en tant que passionné de 7 et on reste un peu sur cet élan, un peu, j'ai l'impression, d'un petit peu avant les Jeux Olympiques où on arrivait à réaliser des performances. Mais voilà, on a vraiment envie d'aller chercher cette victoire et on espère qu'elle interviendra à Bordeaux si possible, mais avant, ça sera encore mieux. Ouais, effectivement, hein, on a quasiment battu tout le monde, comme tu l'as dit, et il y a une petite médaille qui manque, hein. Alors, la médaille du plus beau des métals d'or, ce serait top, mais déjà une première médaille pour récompenser les efforts des Bleus, ce serait sacrément chouette. En tout cas, on sait que c'est évidemment leur objectif à chaque sortie. Bon, on est encore au début de saison, on va être patient. Et en tout cas, c'est vrai que ce qui nous montre sur le terrain pour l'instant, c'est quand même plutôt solide. Et justement, notre photographe, vidéaste, néo-journaliste, multitâche Antoine Saillant a passé une journée avec France 7 au Centre national de rugby de Marcoussis. Et du coup, il a pu échanger avec Stéphane Parezedo Martin et Naemo Arto, les 2 joueurs qui sont satisfaits, clairement, hein, des 2 premières sorties, même s'ils pointent du doigt quelques axes d'amélioration. On vous laisse les écouter. Dans l'ensemble, ça a été 2 premiers tournois plutôt positifs. On échoue quand même au pied du podium, mais c'est hyper intéressant parce on fait partie des 2 seules équipes qui ont réussi à se qualifier en demi-finale sur les 2 tournois. Franchement, justement sur les matchs de poule, on a certains matchs, les matchs qu'on a gagnés et certains avec beaucoup d'écart, on a vraiment imposé notre jeu. Dès qu'on a eu nos coups d'envoi, les réceptions, la possession, on a vraiment dominé, on a une équipe qui marque beaucoup d'essais et je pense que plus longtemps on va avoir le ballon et plus faciles vont être les matchs. Je pense que notre structure, elle y est. Il faut juste qu'on arrive à être plus précis sur certains gestes techniques.
Sur la possession de balle, c'est quelque chose qui nous manque cruellement et je pense qu'on va essayer de se concentrer principalement sur les coups d'envoi, les réceptions des coups d'envoi aussi. C'est vrai que le groupe est jeune mais commence à acquérir beaucoup d'expérience, ça c'est hyper intéressant. On commence à avoir aussi nos habitudes, on commence aussi à comprendre un peu mieux comment chacun joue ses duels, comment chacun arrive à s'exprimer un peu sur le terrain, défensivement comme offensivement. Mais franchement, on l'aborde pas avec plus de pression que ça. On a eu des poules compliquées les 2 premiers tournois, on est sorti à chaque fois. Et je pense que ça va être faisable de sortir aussi. Il va falloir être sérieux sur les matchs de poules et dès le premier match. Ça va être dur, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Et on a envie d'aller chercher plus loin que les poules. Il nous reste 6 tournois, tout va s'enchaîner très vite, donc voilà, maintenant on veut jouer et feu quoi, on attend plus que ça. Et comme Stéphane Parez et Do Martin le dit, on fait partie des 2 seules équipes qui ont rallié systématiquement les demi-finales sur ces 2 premiers tournois. Et ça, c'est quand même une sacrée performance, c'est un sacré gage de constance. Alors certes, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est pas un hasard. Et on sent que l'expérience collective de cette équipe est bien présente, Antoine. L'équipe de France arrive à marquer ses adversaires, que ce soit ballon en main, mais aussi sans le ballon, puisque tu as fouillé un peu les statistiques. Et la France est la meilleure défense de la compétition. Et oui, et puis c'était déjà quelque chose qui avait un état d'esprit, en tout cas qui avait été instauré sous l'ère de Jérôme Darès, cette volonté vraiment d'être conquérant en défense, que ce soit par le plaquage, mais aussi dans les zones de ruck. On se souvient avec un gros travail dessus sur comment on trie les rucks, quels rucks on va disputer pour vraiment gagner un maximum de ballons, récupérer le ballon dans ce secteur de jeu. Et effectivement, aujourd'hui, sur la défense, on le voit avec ces images, c'est également un axe qui est extrêmement travaillé. La défense est à 70% de réussite au plaquage, qui est quand même assez exceptionnel, seulement 52 plaquages manqués. Quand on a regardé un petit peu les autres équipes, on est rapidement autour de 60-70, donc effectivement, c'est un gros point positif. Et on a notamment le retour d'Andy Timo, le champion olympique, qui a fait extrêmement de bien dans ce secteur, qui est aujourd'hui le meilleur plaqueur français sur le circuit avec 23 plaquages réalisés. Donc forcément, c'est un secteur que les Bleus affectionnent particulièrement et qui semble très bien fonctionner, en tout cas sur ce début de saison. Ouais, effectivement, les Bleus qui sont efficaces en défense, mais également ballon en main. Antoine, lorsqu'ils arrivent dans les 22 mètres adverses, ils concrétisent 87% de leur action. C'est ultra positif puisqu'ils sont juste derrière la Nouvelle-Zélande qui a 92% de réussite en zone de marque, en zone de vérité. Ça fait quand même de beaucoup de positifs, comme l'a souligné Stephen et Naemo. Après, il y a effectivement cette possession qui est le gros point d'amélioration pour les joueurs tricolores, puisqu'il manque parfois de munitions pour poser leur jeu, ou parfois il manque un petit peu de patience. C'est vrai que c'est quelque chose qui leur avait été fait comme remarque la saison dernière, c'est qu'on a tendance à vouloir finir les coups un petit peu trop vite. C'est peut-être des péchés de jeunesse, mais aussi de connexion. Stéphane Parez l'a dit, Antoine Saillant, aujourd'hui, ils sont en train de se connecter, ils commencent à bien apprendre à se connecter, et on sait qu'en rugby à 7, il faut du temps pour que l'alchimie se fasse, et c'est vrai qu'on sent que ça arrive, mais sur des moments de possession longue, on a du mal des fois à installer notre jeu, alors que on est une équipe ultra redoutable et crainte quand on a le ballon en main. Les coups d'envoi sont donc ciblés par les Bleus pour essayer de garder ce ballon et surtout ne pas rendre des possessions adversaires. La phase de ruck est évidemment travaillée. Par contre, il y a un autre point noir, Antoine, qu'il va falloir gommer sur cette nouvelle tournée, c'est de gagner en deuxième journée, puisque jusqu'à présent on reste sur 2 défaites de suite à chaque fois sur le jour 2. Ouais, c'est le petit point négatif, parce qu'on en a parlé un petit peu avant. Sur les premières journées, on a réussi à faire quand même des performances qui sont assez notables. Mais effectivement, on n'arrive pas à enchaîner sur ces jours du coup de phase finale, arriver en demi et même en 3e place, où on perd du coup 2 fois contre les Fidji. Donc il reste un petit travail à faire quand même pour être consistant sur l'ensemble de ce tournoi. Et c'est vrai que ce nouveau format est particulièrement difficile pour ça. On le sait, un top 8 ultra serré où n'importe qui peut battre l'équipe adverse. Et donc, en fait, aujourd'hui, chaque match doit être une performance. On ne peut pas avoir de formalité, entre guillemets, comme il y avait à l'époque, quand il y avait avant à 12 équipes et puis même encore avant à 16 équipes. Là, quand on est sur un format 8, et oui, il faut s'employer à chaque match. Et puis on l'a vu aussi sur les autres nations, ça a été le cas. On en avait parlé sur la première émission, l'Argentine et l'Afrique du Sud qu'on avait annoncé comme favoris. Et finalement, elles se sont fait sortir du tableau principal dès la première étape. Donc ça montre un petit peu que tout le monde va vouloir se challenger sur cette compétition. Et au contraire, on avait eu la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qu'on avait aussi parlé, des équipes qui étaient un petit peu moins
régulière et qui pour le coup, Dubaï arrive en finale et puis la Nouvelle-Zélande qui remporte le trophée. Ouais, objectif à Singapour et Perth, une grosse montée en puissance sur ce jour 2 pour les Français qui nous ont montré de quoi ils sont capables. Ils peuvent battre tout le monde tout simplement. Et ils ont de grosses ressources collectives avec quand même des joueurs, un groupe, on a parlé des jeunes joueuses et du vivier français pour les joueuses françaises tout à l'heure. Pour les garçons, c'est pareil. On a quand même, et tu le soulignais Antoine, beaucoup de joueurs qui sont solides, qui sont nourris par l'Académie olympique et puis ensuite qui ont la chance de pouvoir aussi se frotter au haut niveau A7 sur le l'Inextenso Super Sevens. Donc on a un groupe qui, moi je dirais, qui n'est pas inexpérimenté. On n'avait que 2 novices sur la première tournée, c'était Lucas Mignot et Merlin le Flamand, aussi Diego Miranda qui a démarré à Cape Town, qui avait marqué aussi, donc qui est un joueur intéressant, joueur de l'US Dax, passé par l'UBB Sevens aussi. Mais là, bon, pour la tournée à Singapour, on a des retours importants et on n'aura pas de joueurs qui découvrent le circuit, donc c'est un peu prime à l'expérience, Monsieur Poussin. Mais peut-être que ça fera la différence. En tout cas, on est heureux notamment de revoir Nelson Épée, le champion olympique, qui forcément aujourd'hui souffre un petit peu de la concurrence à Toulouse, ce qui est normal. Donc il vient rechercher du temps de jeu à 7. On sait que lui aussi il est dans ce projet olympique jusqu'à Los Angeles, tout comme Paul Leretre, qui a signé son contrat cette année avec la fédération et qui va du coup à découvrir le circuit mondial parce qu'il le connaît bien. Mais en tout cas, il va lancer sa saison là à Singapour. Et puis on a aussi Enzo Bemegal qu'on avait découvert, qu'on connaissait pour certains depuis quelques années. La Pro D2 qui s'était vraiment lancé et qui s'était vraiment révélé l'année dernière, en tout cas sur le circuit mondial, et qui aujourd'hui réalise des performances absolument exceptionnelles avec Val en Pro D2. Il est déjà à 7 essais cette saison. On le connaît, ses qualités de vitesse assez extraordinaires. C'est un peu le Louis Bébiaré maintenant de l'équipe de France à 7. Quand il est là, il fait vraiment du bien. Il fait souvent des entrées qui sont assez remarquées. Donc on est très heureux de pouvoir revoir tous ces joueurs. Il y a de l'expérience, il y a aussi un petit peu de gaz qui va pouvoir faire du bien. Et donc on va suivre ça bien sûr avec attention, en espérant, comme on disait, que ça puisse permettre à cette équipe de France A7 d'être un peu plus consistante en deuxième journée pour aller chercher sa première finale de la saison. Ça serait bien. Écoute, on le souhaite, une première finale, une première médaille, nous on prend tout. Franchement, là, les Bleus nous ont tellement mis l'eau à la bouche avec cette première tournée qu'on espère que ça va payer cette fois-ci pour eux. Je voulais juste mettre un petit mot quand même sur Jocelyn Bouillet, le Palois, qui a fait une première tournée vraiment très intéressante, très présent dans le jeu. Il a marqué des essais, c'est un joueur qui était plutôt discret la saison dernière sur le circuit mondial, comparé à des Delamarre, des Harfeuil, des Artaud qui ont un peu crevé l'écran, des Pouzelg aussi. Là, Jocelyn, on a senti Antoine qui commençait à sortir l'épingle de son jeu et c'était intéressant aussi. Ouais, ça fait partie des meilleurs éléments sur cette tournée, clairement. Lui aussi, qui a eu pas mal d'expérience à 7, il a fait quasiment toutes les dernières éditions de l'Inextenso Super 7, donc il a pu se former dessus. Derrière, il a pu être champion d'Europe avec l'équipe de France sur cet été. Et du coup, maintenant, c'est un vrai plaisir de le voir à ce niveau-là. Et effectivement, quand il a été sur le terrain, il a crevé l'écran. Il a crevé l'écran et puis il a vraiment amené ce dynamisme, ce côté forcément puissance physique très important aussi dans le secteur aérien, en défense également. Il a vraiment rentré dans l'état d'esprit de cette équipe de France A7 et aujourd'hui c'est un élément qui va être presque indispensable, de même qu'Antoine Zegdar a réalisé solide, un sacré tournoi pour son retour. Il a fait également extrêmement de bien. Donc c'est vrai qu'avec cet attelage là devant, on est quand même assez solide pour aller défier les ogres fidjiens, néo-zélandais et tous ceux qui peut des fois nous faire un peu peur physiquement entre guillemets. Mais aujourd'hui, on a aussi quelques armes de notre côté pour rivaliser sur ce défi physique. Ouais, ça va être très costaud et justement, on va parler de ce qui nous attend et ce qui attend surtout les Bleus à Singapour avec tout simplement les poules qui vont vous attendre puisque on veut des performances. La poule, elle va être très solide encore une fois. Bon, chez les garçons, c'est encore plus vrai que chez les filles. Aujourd'hui, il n'y a pas de petites poules, il n'y a pas de petites équipes, c'est stratosphérique. Regardez, les Bleus qui seront opposés à l'Argentine, à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie. Ils ont déjà battu l'Australie et l'Argentine. La Nouvelle-Zélande, ça va être une petite découverte entre guillemets pour eux. Antoine, là,
va voir les Bleus, ils vont être tout de suite mis dans le bain avec un premier match face aux Néo-Zélandais. Ouais, et puis les Néo-Zélandais qu'on a tous, je pense, été assez surpris de voir à un tel niveau, tant qu'on avait parlé que c'était une équipe assez régulière, mais je les ai trouvés vraiment très intéressants, hein, sur cette première tournée, avec notamment des joueurs qui ont été vraiment étincelants. Je pense à Jayden Killen, qui a notamment marqué l'essai de la victoire à Dubaï, qui sera absent, hein, ce week-end, du côté Un de moins. de Singapour. Donc bon, c'est déjà un de moins, mais ça fait partie des joueurs qu'on avait un petit peu découvert la saison passée, mais qui se sont vraiment révélés. Et puis je pense aussi à Sofai Notoatipo, qui a été vraiment assez exceptionnel dans sa manière de casser les plaquages, de gagner les duels. Lui, pour le coup, il sera bien présent, donc il faudra vraiment y faire attention et bien le museler sur cette rencontre. C'est aujourd'hui le joueur des NZ7 qui franchit le plus, donc je pense qu'ils vont chercher à le toucher pour qu'il puisse casser un petit peu les défenses, libérer des espaces. Donc il faudra bien évidemment faire attention. Et puis on a aussi l'Australie, hein, qu'on va rencontrer lors du deuxième match, qui est revenu aussi un petit peu sur le devant de la scène, avec notamment le retour de Dietrich Roach, qui est vraiment le meneur, le canalisateur de cette équipe, qui avait réalisé une performance assez exceptionnelle à Dubaï, où ça avait été vraiment le métronome. On sentait vraiment que l'état d'esprit des Australiens avait vraiment changé depuis qu'il était revenu. Et là, aujourd'hui, il va pallier un petit peu l'absence de Maurice Longbottom, hein, qui va être encore absent pour cette tournée, qui était déjà absent à Cape Town. Et puis les Australiens, en plus, ils auront un tournoi à domicile la semaine prochaine, pour essayer de se relancer, aller chercher quelques places au classement. Donc je pense également que c'est une tournée, en tout cas, qu'ils ont particulièrement coché. Ouais, et puis il y en a d'autres, hein, Antoine, dans cette poule qui ont coché certainement cette tournée. Ce sont les Pumas, puisque ce sera le dernier match de poule de la France, hein. Vous le voyez, le programme à votre droite avec les heures en heure française. Là aussi, il faudra mettre le réveil, mais pour le 7, on ne compte pas. Les Pumas qui se sont réveillés. Je trouve pas, je cherchais mes mots, je devais dire métamorphosés, mais ils se sont réveillés au Cap après une contre-performance complète à Dubaï, dernier. Ils avaient quand même pris notamment cette victoire. On en reparle, on ne se cache pas le plaisir, hein, de cette énorme victoire en poule des Français face à eux. Et c'est assez étonnant, hein, quand on les connaît, Antoine. C'est l'équipe qui, pour l'instant, depuis 3 saisons, réussit le mieux la phase régulière. Ils n'ont pas gagné le HSBC 7 Series, mais c'est l'équipe qui est pourtant très régulière sur toute l'année. Donc aujourd'hui, les Argentins, c'est évident que cette tournée en Asie, en Océanie, ils vont l'avoir coché, et notamment cette phase de poule. Oui, je pense que vraiment le tournoi de Dubaï, c'était juste une simple erreur de parcours dans ce qu'ils avaient planifié un petit peu pour la saison. La force de cette équipe, hein, on l'a vu, c'est qu'elle a très vite réagi à Cape Town. Elle s'est directement en finale. Ça se joue vraiment, vous l'avez vu tout à l'heure dans le résumé, à très peu de choses face à l'Afrique du Sud, avec cet essai en fin de match. Et puis on a des joueurs quand même, Luciano Gonzalez, Marcos Moneta, qui font encore partie aujourd'hui des stars de ce circuit mondial, hein, qui ont encore marqué 12 essais à eux deux sur le tournoi de Cape Town. Donc c'est quand même pas rien. Ils sont toujours présents, et c'est important d'avoir ces joueurs-là dans l'effectif. Mais voilà, pour cette tournée, je pense que vraiment l'Argentine l'a préparée également très minutieusement. Ils ont fait un tournoi de préparation il y a quelques jours. Voilà, je pense qu'ils seront bien mieux préparés qu'à Dubaï. Ça m'étonnerait en tout cas que l'Argentine passe à côté de ce tournoi, comme ça a pu être le cas un petit peu en ce début de saison. Ouais, les Pumas qui sont donc prêts à mordre, excusez le jeu de mots. Bon, il faudra tout de même pas oublier l'autre poule, hein, Antoine, la poule A avec l'Afrique du Sud, les Fidji, la Grande-Bretagne et l'Espagne, puisque la Grande-Bretagne, contrairement aux filles, hein, ça a été quand même plutôt costaud. Alors on va voir les classements juste après, c'est pas non plus dans le top niveau, mais c'est quand même présent. Et puis on a un duel, hein, qu'on attend impatiemment, c'est le duel entre l'Afrique du Sud et les Fidji. Ce sont les Blitzboks qui s'étaient imposés en poule à Cape Town, mais les Fidji Sevens, c'est quand même sacrément solide. Et justement, Stephen Edo Martin nous avait parlé, hein, il a confié à Antoine Saillant un petit peu quelle équipe l'a le plus impressionné depuis le début de cette saison, et on va l'écouter justement, puisque vous allez voir, ce sont les Sud-Africains qui l'ont impressionné, et qui sont clairement ultra solides depuis leur titre à Los Angeles la saison dernière en 2025. On écoute Stephen Parez Edo Martin. Les Sudaf, je trouve qu'ils ont... Ouais, les Sudaf. Les Sudaf, je trouve qu'ils ont
Ils ont énormément d'explosivité, de vitesse, un peu voilà, à leur image comme chaque année. Ils ont de la puissance aussi. Mais là, cette année, je les ai trouvés très, très endurants. Ils ont réussi à défendre sur beaucoup de temps de jeu. Là où parfois, certaines années, ils arrivent un peu à faire une erreur qui nous laisse justement marquer, quoi, tout simplement. Là, je trouve que c'est l'équipe qui arrive à tenir tête à toutes les équipes et très longtemps. Après, la Nouvelle-Zélande aussi, ils jouent très bien. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre face à eux encore, même si ça joue très bien. Il y a pas mal de fulgurance aussi. Donc on va voir. On va voir. Là, on les a dans la poule à Singapour, donc ça va être intéressant. L'Afrique du Sud, impressionnante depuis le début de saison et qui est portée par un collectif très expérimenté. Une pépite aussi, Shilton Van Wyk, 6 essais à Cape Town, 9 essais au total, c'est le 3e meilleur marqueur. Et Antoine Saillant avait posé la question à Enaemo et Stephen sur le meilleur joueur du moment à leurs yeux. Et ils ont tous les deux parlé de Shilton Van Wyk. Donc ça montre le poids de ce joueur sur le circuit mondial dans ce début de saison. Mais comme l'a dit Stephen, on le répète jamais assez. À 15, à 7, à 12, à toucher, au flag. Méfions-nous des All Blacks. Ils sont quand même sacrément solides, on rappelle, et on a tendance, et très honnêtement, moi j'ai tendance à l'oublier, qui sont quand même médaillés de bronze la saison dernière sur le circuit mondial. Et c'est vrai qu'ils avancent un peu cachés et ils peuvent faire très mal. Ce sera le premier match de poule des Français, donc ça va être sacrément costaud pour nos Bleus. Justement, Antoine, il y a quand même une équipe qu'on n'a pas parlé. On les a oubliés, mais aussi, il ne faut jamais les oublier. Et on peut pas en fait, on les oublie jamais parce qu'ils sont dans notre cœur, même si c'est nos meilleurs ennemis, les Fidji. Les Fidji qui sont sur 2 médailles de bronze et qui sont aussi très informes dans ce début de saison et on le voit sur les classements. Oui, on parlait un petit peu juste avant de ce choc qu'il va y avoir en phase de poule entre l'Afrique du Sud et les Fidji, vous le voyez, qui pour l'instant luttent pour la première place du classement général, et puis les Fidjiens qui nous ont effectivement battus à deux reprises pour le match de la 3e place. Donc eux aussi, ils sont au rendez-vous cette saison, et puis ils ont notamment des joueurs qui sont revenus dans l'effectif qui font extrêmement de bien, des joueurs expérimentés. Viva Nadovalo qui aujourd'hui est à 13 essais déjà sur le circuit mondial. C'est presque aussi bien que Madison Levi. Au final, il est sur la même dynamique. C'est vrai qu'on a l'habitude depuis ces dernières années de voir Madison Levi qui explose tous les records chez les marqueuses d'essais, et puis chez les garçons, c'est un peu plus équilibré. Là, Nadovalo, il a vraiment été stratosphérique sur ces 2 premiers tournois. Et puis, on a également Tala Kolo et George Bossé qui sont les 2 joueurs aujourd'hui qui effectuent le plus de fautes. Avec Nadovalo aussi, ils sont 3 Fidjiens en fautes. Bon, voilà, il n'y a pas trop de surprises en général sur ce secteur, mais en tout cas, c'est une combine qui semble bien marcher. On a des joueurs, forcément, on les connaît, qui vont pouvoir jouer après contact, mobiliser des défenseurs, et puis derrière, la flèche qui va aller finir et tous les coups. Donc voilà, les Fidjiens qui ont vraiment retrouvé leur dynamique, et forcément eux aussi maintenant ils vont aller chercher à gagner un premier tournoi un petit peu pour se récompenser, parce que bon, la médaille de bronze c'est bien, mais on connaît leurs ambitions, ils en veulent toujours plus, et aussi forcément ils ont toujours cette médaille à Paris, médaille d'argent qui est un petit peu quand même amère, et donc le cycle olympique a bien redémarré aussi de leur côté, et là c'est mission Los Angeles 2028. Ouais, c'est solide les Fidjiens, de toute façon, ce sont les maîtres, les techniciens, les extraterrestres, les dieux de ce jeu, donc ça on le répétera jamais assez. Vous l'avez compris, il faudra rien manquer de ce Singapour Sevens qui aura donc lieu dès ce week-end, suivi le week-end suivant du Perth Sevens les 7 et 8 février, que ce soit sur le tableau masculin ou féminin. Ça va être sacrément costaud. Bon, ça va être le moment de conclure, mon cher Antoine, et justement de parler un petit peu des autres tableaux, puisque, bon, on vous rappelle, vous savez, vous avez le format en tête. S'il vous pose problème, ce format du Sevens Series, vous vous rappelez qu'on vous l'avait expliqué dans la première émission du Sevens Rugby Show, elle est disponible librement, gratuitement sur notre chaîne YouTube. Donc voilà,
Pour se le Vous rappeler savez, un petit peu avant chaque tournée, il faut toujours il faut aller se le revoir un remettre en petit peu, bouche. se remettre en tête. Ah oui, alors comment ça se passe? Ok, ça fait ça, machin. Eux, ils vont se qualifier. Ouais, mais ça, même pour nous, des fois, ça fait pas le mal d'y C'est retourner important. de temps en temps. Et donc, on a le Sevens 1 dont on vient de vous parler pendant de longues minutes. Mais ensuite, en dessous, on a le Sevens 2 et le Sevens 3. Le Sevens 3 qui se jouait sur un seul tournoi. Vous allez voir le calendrier ici. On a eu ce tournoi de Dubaï le 17 et 18 janvier dernier. Et on connaît donc du coup les deux vainqueurs de ce tournoi, puisque l'Afrique du Sud a remporté ce Sevens 3 chez les filles et monte donc en Sevens 2 au niveau supérieur, accompagné de l'Argentine. Et chez les garçons, c'est le Canada qui s'est imposé en finale et qui sera également de la partie, accompagné par nos amis belges qu'on salue, qui ont été eux finalistes de ce Sevens 3 à Dubaï. Et donc vous le voyez, ces 4 équipes vont rejoindre 4 autres équipes déjà qualifiées, enfin ces 2 équipes par tableau, pardon, vont rejoindre 4 équipes déjà qualifiées par tableau également. Donc, on va avoir 3 tournois à 6. Et le premier aura lieu en février à Nairobi, au Kenya, pour ce Sevens 2. Et vous savez que sur ces 6 équipes, il y en aura 4 féminines et 4 masculines qui rejoindront le Sevens 1 pour, vous le voyez sur votre gauche, ce HSBC Sevens World Championship, avec des finales donc à 12 équipes à Hong Kong, Valladolid et Bordeaux pour désigner qui sera champion du monde. Donc là, on a quand même un programme en février qui est costaud et vous le verrez que le Sevens 2 s'enchaîne également en mars. Beau programme hein, quand même à l'international pour le rugby à 7 pour les mois à venir, mais on va revenir également en France, mon cher Poussin, puisqu'en février, il y aura quelque chose d'important. Hein, la grande finale de l'Inextenso Super Sevens le 7 février. On ne peut pas oublier, il y a le tournoi Destination, mais il y a l'Inextenso Super Sevens avec cette grande finale à Paris La Défense Arena le samedi 7 février. On va voir qui va réussir à... Soit est-ce que les Barbarians vont garder leur titre et les joueuses de Bobigny vont le garder, soit on va avoir peut-être un autre champion et une autre championne de France. En tout cas, ouais, ça va être une grande finale du rugby à 7 professionnel et on y sera pour vous faire vivre au plus près cette grande finale dans une enceinte qui va permettre une belle fête. Pour suivre tout ça, restez donc bien connectés pour suivre toutes les informations du rugby à 7. N'oubliez pas notre site internet sevensrugby.fr, nos pages Instagram et Facebook, elles sont ouvertes librement. Vous pouvez aussi aller voir du côté de LinkedIn puisqu'il y a quelques petites nouveautés. Nous avons lancé notre newsletter Sevens Rugby News. Tous les mois, en fin de mois plutôt, vous aurez toutes les informations du rugby à 7 et évidemment ce calendrier en plus du Sevens Rugby Show. N'oubliez pas également de vous abonner sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes les vidéos du set et du circuit mondial. Désormais, on vous proposera aussi un résumé après chaque étape. Vous avez déjà les résumés de Dubaï et de Cape Town qui sont en ligne sur notre page YouTube. On a hâte, Antoine, que ça redémarre ce week-end après 2 mois d'attente. Un grand merci à toi de m'avoir accompagné. Merci d'avoir conduit cette émission d'une main de maître, monsieur Ray. Ah, c'est un régal de pouvoir parler de rugby à 7 avec toi et toute l'équipe de Sevens Rugby, puis avec vous. Et évidemment, merci à vous surtout de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à être derrière nous. Ça nous pousse et on se régale à parler de rugby à 7. Le Sevens Rugby Show, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite. À bientôt et vive le 7. Oui.